Bienvenue dans ce recueil d'histoires surnaturelles tirées de la route américaine. Ces récits transportent le lecteur dans l'univers isolé et mystérieux des routiers, où les longues heures de conduite, l'isolement et les paysages désolés créent un terreau fertile pour l'étrange et l'inexplicable. Chaque histoire explore les recoins obscurs de l'âme humaine, confrontée à des phénomènes qui défient la logique et la raison. Préparez-vous à embarquer pour un voyage où les frontières entre le réel et le surnaturel s'estompent, où les échos du passé ressurgissent dans le présent, et où la solitude des grandes routes américaines révèle des secrets que personne n'aurait dû découvrir. Ray Tillman avait passé 23 années derrière le volant de poids lourd de 18 roues, parcourant plus de 2 millions de miles à travers le paysage américain. La cabine de son Kenworth T680 lui était plus familière que sa propre chambre à coucher. Le siège en cuir usé épousait parfaitement sa silhouette. La collection de petits souvenirs collés sur le tableau de bord. Le grincement particulier provenant de la boîte à gants qui commençait à 65 miles à l'heure. À 51 ans, Ray était ce que les autres conducteurs appelaient un sage de la route. Il savait quelle station-service servait une nourriture décente, quel tronçon d'autoroute était mal entretenu, et quelle zone abritait une patrouille routière trop zélée. Il avait été témoin de la transformation progressive de l'Amérique depuis le point de vue unique de sa cabine. Des villes qui s'étendaient, d'autres qui se dépérissaient, des fermes devenant des lotissements, et des usines autrefois prospères désormais abandonnées. Mais la route 50 à travers le Nevada était différente. Elle n'avait pas changé. Elle refusait de changer. Surnommée la route la plus solitaire d'Amérique, ce tronçon désolé de 287 miles traversait d'immenses étendues de désert et de chaînes de montagnes, reliant de petites communautés isolées qui semblaient figées dans le temps. La couverture réseau était inexistante au mieux, absente au pire. L'autoroute à 2 voies pouvait passer des heures sans voir un autre véhicule. C'était beau dans sa vacuité, mais impitoyable envers les imprudents. Ray évitait généralement la route 50. Le manque d'infrastructures et l'isolement la rendaient peu pratique pour ses itinéraires habituels. Mais l'effondrement d'un pont sur l'Interstate 80 l'avait forcé à prendre un détour, et son répartiteur l'avait routé à travers le cœur vide du Nevada pour livrer du matériel industriel à Reno. Il avait commencé la traversée à l'aube depuis Ely, pensant pouvoir atteindre Fallon en début de soirée, puis pousser jusqu'à Reno le jour suivant. La matinée s'était déroulée sans incident alors que le paysage du grand bassin défilait devant ses fenêtres. Des plaines de sauge cédant la place à des cols de montagnes accidentés, puis retour à d'immenses vallées s'étendant jusqu'à des chaînes de montagnes lointaines. L'air d'octobre était vif et limpide. Le ciel, un dôme bleu infini au-dessus de la terre vide. Vers 14 heures, la radio de Ray crachota. Ouest sur la 50. Vous m'entendez? Ici est en direction de vous. Rayatrapa SA Radio CB. Le contact humain était le bienvenu ici. Ici Ouest. Je vous ai. Et quelle est votre position? Je viens de passer par Austin. J'ai quelque chose d'étrange à signaler. J'entends la même voix à la radio depuis 1 heure. Une femme demande de l'aide. Je pensais que c'était quelqu'un qui jouait, mais ça devient bizarre. Terminé. Ray fronça les sourcils. Austin était à environ 40 miles derrière lui. Je n'ai rien entendu de tel. Que dit-elle? Terminé. Elle dit qu'elle s'appelle Rebecca. Sa voiture est en panne. Elle a besoin d'aide. Elle répète qu'elle est au poteau kilométrique 346, juste après le canyon. Le problème, c'est que j'ai vérifié ma carte. Il n'y a pas de poteau kilométrique 346 sur la route 50. Les numéros ne vont pas si haut. Terminé. C'est probablement juste quelqu'un qui te fait marcher, répondit Ray. Des gamins avec une radio CB qui jouent aux routiers. Terminé. C'est ce que je pensais aussi. Mais elle a l'air effrayée. Vraiment effrayée. Et la transmission est d'une clarté cristalline 1 minute, pleine de parasites la suivante. Comme si elle passait et sortait de portée, sauf que je l'entends toujours aux mêmes endroits. Terminé. Bon, je vais garder l'oreille ouverte, dit Ray. Bonne route. Terminé et out. Ray écarta cette conversation de son esprit alors qu'il continuait vers l'ouest. Le soleil s'approchait lentement des pics de montagnes dentelées, transformant le paysage en un rêve de photographe avec sa lumière dorée et ses ombres violettes. Il devrait bientôt trouver un endroit pour s'arrêter. Conduire ces routes après la tombée de la nuit n'était pas conseillé. Trop de cerfs et de chevaux sauvages pouvaient apparaître sans prévenir. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois. « Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ma voiture est en panne. J'ai besoin d'aide. Je suis au poteau kilométrique 346, juste après le canyon. S'il vous plaît, si quelqu'un peut m'entendre. » La voix était féminine, paraissait jeune, teintée de désespoir. Ray jeta un coup d'œil à sa radio.
Il ne l'avait pas touché depuis sa conversation précédente. Ici Ray Tillman, ouest sur la 50. Je vous entends, mais il n'y a pas de poteau kilométrique 346 sur cette autoroute. Pouvez-vous me donner un autre repère? Terminé. Le silence lui répondit, puis « Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ici Rebecca Scheller. Ma voiture est en panne au poteau kilométrique 346, juste après le canyon. Il fait nuit. S'il vous plaît, aidez-moi. » C'était exactement le même message, mot pour mot, avec les mêmes intonations, comme un enregistrement. Ray Riasea. Rebecca, ici Ray. Je vous entends, mais j'ai besoin de plus d'informations. Quel genre de voiture conduisez-vous? Voyez-vous des lumières de ville? Terminé. Encore une fois, le même message se répéta. Ray Verifia Sun Odometer. Il passait le poteau kilométrique 152, loin des 300, et encore plus loin de 346. Pendant les 20 miles suivants, la voix se fit entendre toutes les quelques minutes, toujours le même message, ne répondant jamais à ses tentatives de communication. Puis elle s'arrêta aussi abruptement qu'elle avait commencé. Ray entra dans une petite station-service dans la ville d'Austin, le soleil maintenant bas sur l'horizon. En faisant le plein, il mentionna la transmission radio étrange à l'employé. Un homme âgé à la peau tannée et aux yeux qui avait passé des décennies à plisser sous le soleil du Nevada. « Vous l'avez entendu vous-même, hein ?» demanda l'homme, ne semblant pas particulièrement surpris. « Vous en savez quelque chose ?» demanda Ray. L'employé hocha lentement la tête. Ça a commencé il y a environ 3 ans. Toujours la même dame nommée Rebecca en panne au poteau kilométrique 346. Le problème, c'est que la route 50 au Nevada ne va que jusqu'au poteau kilométrique 436. Les numéros vont d'est en ouest. Il n'y a pas de 346. Donc c'est juste quelqu'un qui joue, conclurait. Peut-être, dit l'employé, ne semblant pas convaincu. L'étrange, c'est qu'il y avait une Rebecca Scheller qui a disparu ici en 1987, conduisant seule à travers le pays. Sa voiture n'a jamais été retrouvée. Ray sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air frais du soir. C'est une sacrée coïncidence. La route 50 est pleine de coïncidences, répondit l'homme, rendant la carte de crédit de Ray. Un conseil. Trouvez un endroit où vous arrêtez avant la nuit. Le Cold Front Lodge est à environ 30 miles à l'ouest. Endroit décent. Les propriétaires s'appellent Matt. Dites-leur que Joe vous envoie. Le soleil se couchait lorsque Ray entra au Cold Front Lodge, un motel modeste avec un restaurant attenant qui avait connu des jours meilleurs. Seuls 3 autres véhicules étaient dans le parking. Un vieux pick-up, une berline avec des plaques d'immatriculation de Californie et une voiture de patrouille routière. À l'intérieur du restaurant, Ray trouva le propriétaire, un homme trapu dans la soixantaine avec une barbe poivre et sel, derrière le grill. 2 policiers d'État étaient assis au comptoir tandis qu'un couple d'âge moyen occupait une banquette près de la fenêtre. « Vous devez être Mac », dit Ray en s'asseyant sur un tabouret. « Joe, à Austin m'a dit de vous dire qu'il m'envoyait. » Mac hocha la tête. « Tout ami de Joe est le bienvenu. Que puis-je vous servir ?» Ray commanda un hamburger et un café, puis hésita avant d'ajouter. « L'un de vous, officier, a entendu quelque chose d'étrange à votre radio aujourd'hui? Une femme nommée Rebecca demandant de l'aide ?» Les policiers échangèrent des regards. Le plus âgé prit la parole. « Vous l'avez entendu aussi, hein? Ça a commencé il y a environ 100 miles. Même message qui se répète. Poteau kilométrique 346. Nous recevons des appels à son sujet tous les quelques mois, dit le plus jeune policier. Rebecca Scheller, disparue depuis 1987. Sa voiture n'a jamais été retrouvée. Donc c'est la même Rebecca, murmura Ray. Non, ce n'est pas elle, dit fermement le policier plus âgé. Parce que Rebecca Scheller est morte depuis 35 ans. Ce que vous entendez est la mauvaise blague de quelqu'un. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle est morte si on ne l'a jamais retrouvée? Demanda Ray. Les policiers échangèrent un autre regard. Le plus âgé soupira parce qu'ils ont trouvé des parties d'elle, juste assez pour confirmer l'identité par les dossiers dentaires. Le reste avait disparu. Lion de montagne, coyote, c'est le rapport officiel. La conversation s'interrompit lorsque Mac apporta le hamburger de Ray. Les policiers terminèrent leur café et partirent, laissant un silence inconfortable dans le petit restaurant. Pendant que Ray mangeait, le couple d'âge moyen à la banquette se leva pour partir. La femme s'arrêta aux côtés de Ray. « Nous avons entendu ce dont vous parliez, » dit-elle doucement. « Nous l'avons entendu aussi. Mais il y a quelque chose que les officiers ne vous ont pas dit. Tous les quelques ans, quelqu'un disparaît sur ce tronçon. Toujours en octobre. Toujours après avoir signalé des problèmes de voiture près du canyon.
Personne n'est jamais retrouvé. Sauf. Son mari prit son bras. Diane, Viens. Onigrégaba. Sauf Rebecca Scheller, finit-elle. Elle était la seule dont on a retrouvé des morceaux. Après leur départ, Ray se tourna vers Mac. C'est vrai? Les gens disparaissent ici? Mac essuya le comptoir méthodiquement avant de répondre. Les gens disparaissent partout. Le désert est un endroit impitoyable. Restez en panne sans eau. Partez dans la mauvaise direction. La nature s'occupe du reste. Mais la voix à la radio est quelqu'un qui fait une mauvaise blague. Rien de plus. La chambre 6 est pour vous. Les prévisions météo annoncent une tempête pendant la nuit. Mieux vaut rester ici jusqu'au matin. Ray prit la clé mais ne pouvait se débarrasser de son malaise. Dans sa chambre, il essaya de se distraire avec la télévision, mais le poste ancien ne captait qu'une chaîne floue. Il finit par l'éteindre et s'allongea sur le lit, écoutant le vent qui avait commencé à se lever dehors. Son téléphone ne captait pas de réseau, typique pour cette région. Par habitude, il vérifia sa propre radio CB, qu'il avait apportée du camion. « Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» La voix maintenant familière crachota à travers le haut-parleur. « Ma voiture est en panne. J'ai besoin d'aide. Je suis au poteau kilométrique 346, juste après le canyon. » Ray se redressa. La voix de la femme semblait plus claire qu'avant, plus forte, presque comme si elle était plus proche. « Rebecca, ici Ray. Je vous entends. Où êtes-vous exactement ? Il n'y a pas de poteau kilométrique 346 sur la route 50. » Pour la première fois, la voix dévia de son script. « Ray, vous pouvez m'entendre ? S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis piégé ici depuis si longtemps. Le canyon. L'écho. Il fait noir ici en bas. » Un frisson parcourut l'échine de Ray. « Rebecca, de quel canyon parlez-vous ? La route 50 traverse plusieurs canyons. Vous êtes proche maintenant. À la vieille route avant qu'il ne détourne l'autoroute. C'était différent autrefois. S'il vous plaît, aidez-moi. » Il revient. « Qui revient ?» demanda Ray. « Rebecca, de qui avez-vous peur ? » Des parasites remplirent le canal. Puis, poteau kilométrique 396, pas 346. Le panneau est à l'envers. Return. Ne faites pas confiance. La transmission s'interrompit brusquement. Ray vérifia sa carte. Le poteau kilométrique 396 était à moins de 10 miles à l'ouest de sa position actuelle. Le sommeil était impossible maintenant. Ray arpentait sa petite chambre, débattant de ce qu'il devait faire. La partie rationnelle de son cerveau insistait sur le fait que c'était une farce élaborée. L'autre partie, celle qui avait survécu des décennies sur la route en faisant confiance à ses instincts, n'en était pas si sûre. À 3h17 du matin, sa radio crachota à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la voix de Rebecca. « J'en ai une autre », dit une voix d'homme, basse, rauque. « Jeune femme, plaque de Californie, en panne au canyon, je l'emmène au dépôt maintenant. » La voix ressemblait étrangement à Mac. « Je pensais que tu avais dit que la tempête garderait tout le monde hors de la route ce soir. » Une autre voix répondit. « On ne peut pas prédire les gens désespérés. » La première voix répondit. « Dépêche-toi. Le soleil se lève dans 3 heures. » Ray se déplaça vers la fenêtre et regarda attentivement à travers les rideaux. Dans la lumière tamisée du parking, il distinguait 2 silhouettes chargeant quelque chose de lourd dans la benne du pick-up qu'il avait vu plus tôt. Quelque chose de la taille d'une personne, enveloppé dans ce qui ressemblait à une bâche. La berline de Californie avait disparu. Le cœur battant, Ray attrapa ses affaires et sortit par l'arrière de sa chambre. Il se faufila jusqu'à son camion, faisant attention à rester dans l'ombre. Une fois à l'intérieur, il ne démarra pas immédiatement le moteur. À la place, il appela le 911 dans l'espoir qu'il y aurait assez de réseau pour un appel d'urgence. L'appel se connecta, mais au lieu d'une opératrice, il entendit « Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ma voiture est en panne. J'ai besoin d'aide. » La voix de Rebecca. Ray lâcha le téléphone et démarra son camion, sortant du parking avec les phares éteints. Ce n'est que lorsqu'il fut à un quart de mile sur l'autoroute qu'il les alluma, accélérant vers l'ouest dans l'obscurité. Au poteau kilométrique 396, il trouva exactement ce que la carte indiquait. Un virage serré où l'autoroute courbait autour d'un canyon profond. Mais il y avait autre chose. Une piste de terre fanée s'écartant vers le bord du canyon, à peine visible dans ses phares. Un ancien tracé de l'autoroute peut-être, datant d'avant la construction de la route moderne. Ray ralented. Partage. Chaque partie logique de lui criait de continuer à conduire, de mettre autant de distance que possible entre lui et le Col Front Lodge.
Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une chance que la femme de Californie soit encore en vie. Des phares apparurent dans son rétroviseur, le pick-up du motel. Ray prit sa décision. Il appuya sur l'accélérateur, poussant son lourd engin à des vitesses dangereuses sur l'autoroute étroite. Le pick-up poursuivit pendant plusieurs miles avant de finalement abandonner. À la ville suivante, Ray se rendit directement au bureau de la patrouille routière et rapporta ce qu'il avait vu. Les officiers étaient sceptiques, mais acceptèrent d'enquêter. 3 jours plus tard, Ray reçut un appel. Il n'avait rien trouvé de suspect au Cold Front Lodge. Mac avait un alibi pour la nuit en question. Il était à Reno, vérifiable par des reçus de cartes de crédit et des images de surveillance d'hôtel. La chambre que Ray décrivait comme la sienne n'existait pas. Le motel était fermé pour rénovation. Plus troublant encore, il n'y avait aucun dossier d'une Rebecca Scheller ayant disparu au Nevada. Ray ne conduisit plus jamais sur la route 50. Il demanda des itinéraires qui le maintenaient sur les grandes interstates avec beaucoup de trafic et une bonne couverture réseau. Mais parfois tard dans la nuit, dans son camion, sa radio CB captait une voix faible. « Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ma voiture est en panne. J'ai besoin d'aide. Je suis au poteau kilométrique 346, juste après le canyon. S'il vous plaît, si quelqu'un peut m'entendre. » Et parfois, dans les parasites, il pensait entendre une autre voix. Rauque, basse, familière, disant « J'en ai une autre. » J'ai passé près de 3 décennies derrière le volant de la cabine 17, mon fidèle Peterbilt 389 de 2007, parcourant plus de 4 millions de miles à travers les autoroutes américaines. À 56 ans, je porte l'empreinte de la route dans chaque douleur et chaque courbature. La bosse permanente vers l'avant due à mon penchant sur la colonne de direction, les mains calleuses d'un serrage sans fin des chaînes, et les yeux plissés d'avoir fixé des levers de soleil et des nuits noires comme de l'encre. Pour moi, la cabine est un sanctuaire, un cocon faiblement éclairé de bourdonnements, de grincements et du doux ronronnement d'un moteur diesel. Dehors, mes seuls compagnons sont les cadrans, les parasites de la radio CB et le paysage changeant. Ce mardi-là, j'ai pris une cargaison routinière de pièces automobiles génériques dans la zone industrielle de Détroit à 4h30 du matin. Rien de fragile, pas de délai extraordinaire, juste la prédictibilité confortable de l'aller à hockey 7. J'ai accroché le micro CB à son support sur le canal 19, silencieux comme d'habitude, et me suis engagé sur l'Interstate 75, regardant les lumières de la ville s'estomper tandis que le ciel pâlissait vers l'aube. Mon plan, 18 heures de conduite, une pause de 10 heures, puis retour derrière le volant jusqu'à Oklahoma City. En fin de matinée, j'atteignais Indianapolis, m'arrêtant au Flying J pour le ravitaillement en carburant et en café rituel. Le rituel ne changeait jamais. Pompe à diesel, café noir, liste de vérification prévoyage, paperasse réglée. 2 autres opérateurs propriétaires hochèrent la tête en passant. Une camaraderie sans parole parmi les guerriers de la route. De retour dans la cabine 17, je syntonisais ma station AM de vieilles chansons préférées. Johnny Cash, Waylon Jennings, des amis familiers pour un long trajet. L'après-midi me trouvait en Illinois, la terre s'aplanissant en champs de maïs interminables. Je maintenais la vitesse de croisière à 65 miles à l'heure, intercalant des podcasts de mathématiques pour éviter l'hypnose de la route. Mon GPS satellite montrait des routes dégagées devant. Aucun avis de circulation. Tout était conforme au manuel jusqu'au poteau kilométrique 404 sur l'Interstate 80, juste à l'ouest de Joliet. Je suis entré dans l'aire de repos juste avant 17 heures. L'heure de ma pause de 10 heures. La couchette de la cabine 17 m'attendait. Matelas en mousse à mémoire de forme, rideaux occultants, petit ventilateur ronronnant. J'ai réglé mon réveil pour 3 heures du matin, certain d'obtenir 6 heures solides avant le redémarrage obligatoire. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était paisible. Le doux ronflement du chauffage dans la cabine. Le grondement sourd des moteurs au ralenti, le claquement lointain de la porte d'un restaurant. Je me suis réveillé à exactement 3h17. Ma montre brillait de rouge dans l'obscurité. Étrange, je l'avais réglée pour 3 heures. Plus étrange encore était le silence. Pas de ronronnement de moteur, pas de grésillement de radio, pas de camion au ralenti. La cabine semblait anormalement immobile, comme si le temps lui-même s'était arrêté. J'ai ouvert un œil. Les lumières du tableau de bord étaient éteintes, les cadrans sombres, aucune lueur sous mes pieds provenant du moteur. Mon souffle formait des volutes blanches devant moi. La cabine était trop froide. Je me suis frotté le visage. La batterie devait s'être déchargée après que j'ai laissé la lumière du dôme allumée en somnolant. Une erreur de débutant, mais rare. J'ai actionné l'interrupteur de la lampe du dôme. Morte. J'ai atteint la clé dans le contact. Torn. Rien.
Pas de clic. Pas de grondement. J'ai juré. Le système de 12 volts de la cabine 17 m'avait lâché pour la première fois depuis des années. J'ai ouvert la porte et sauté sur l'asphalte. Le froid mordait à travers ma veste. Mon souffle flottait dans l'air comme des spectres. Avant d'attraper les câbles de démarrage, je les ai remarqués. 3 profondes rayures sur la porte passager, mesurant près d'1 pied de long, leurs bords frais et dentelés. Je me suis agenouillé, éclairant les entailles avec ma lampe torche. Elles n'étaient pas aléatoires. Quelqu'un avait pris le temps délibéré de les griffer en long très furieux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qui sur cette terre de Dieu ramperait sur l'accotement d'une interstate à 3 heures du matin juste pour vandaliser un camion? J'ai scanné le parking vide. Pas une âme, pas une silhouette au-delà des projecteurs oranges. Mes bottes crissaient sur le gravier, tandis que je retournais à la cabine 17. J'ai attrapé mon téléphone. Pas de réseau, bien sûr. Le micro CB était collé à son support. J'ai appuyé dessus quand même. Breaker 1.9, cabine 17, besoin d'assistance routière. Le haut-parleur siffla, puis retomba dans le silence. J'ai tourné le bouton de suppression des parasites. Les parasites restèrent obstinément muets. Puis ma propre voix, coupée et creuse, crachota à travers. Breaker 1.9, cabine 17, besoin d'assistance. J'ai failli lâcher le micro. Ce n'était pas de l'écho. C'était ma voix en boucle. J'ai appuyé frénétiquement. Qui est-ce? Terminé. Plus de parasites et un murmure bas, un souffle rauque. Laisse-moi entrer. J'ai froid. Mon sang s'est glacé. J'ai tourné la tête vivement. Rien que ma remorque imposante et le ciel noir. J'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis suis remonté. Ma ceinture de sécurité refusa de s'enclencher à la première tentative parce que mes doigts tremblaient si fort. En désespoir de cause, j'ai enfoncé la clé dans le contact et tourné. Le moteur toussa pour démarrer sur un cylindre, assez clément pour me laisser rouler. Je suis revenu sur l'autoroute, calant une fois quand j'ai heurté l'accélérateur. La cabine 17 trembla. Puis le moteur se retrouva. J'ai écrasé la pédale, me fusionnant aveuglément dans le trafic de l'Interstate 80. Les phares fauchant la nuit. Mon adrénaline monta en flèche, tandis que la distance entre moi et le parking s'accroissait. J'ai tordu le micro CB, appelant « Breaker 9, ici cabine 17 sur Interstate 80 direction ouest. Besoin d'une remorque ou d'un démarrage? Répondez, s'il vous plaît. » Une voix chargée de parasites répondit enfin. Un camionneur serviable nommé Hank offrant un démarrage. Le monde se sentit soudainement moins isolé. Je suis entré en boitant dans la prochaine aire de repos, nommant mon engin, meurtri et secoué. Les câbles de Hank rugirent à la vie et le moteur se stabilisa. Les rayures brillaient dans la lueur des phares. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il une fois que le moteur ronronnait normalement. « Je ne sais pas, » réussis-je à dire. Je me suis réveillé avec une batterie morte. Des rayures sur la porte. J'ai entendu ma propre voix sur le CB. Le visage de Hank s'assombrit. Cabine 17. Je pensais que cet engin avait été vendu en Idaho il y a 3 ans. Vendu? Je la conduis depuis. Il hocha gravement la tête. L'acheteur a disparu près des lits. Même chose. Batterie morte, porte rayée, voix sur le CB. Ils ont trouvé le camion vide, moteur en marche, le type a disparu. J'ai avalé avec difficulté. Et lui? Personne ne sait. Pas de traces, pas de signe de lutte, juste parti. Ils n'ont rien retrouvé d'autre que des fissures sur la porte. Un œuf froid s'installa dans mon estomac. Hank, qu'est-ce que tu penses que c'était? Ses yeux balayèrent le parking. Les gens disent que l'engin est maudit. La cabine 17 garde son compte. Chaque conducteur qui entre, elle prend quelque chose. J'ai ricané, bien que mes phalanges soient blanches. Tu crois ça? La machoire de Hank se crispa. Pas besoin de croire. J'ai vu les dossiers. 17 types disparus liés à cet engin, y compris le propriétaire original. Mon esprit tournait. J'avais entendu des rumeurs, des histoires de fantômes racontées au restaurant des aires de repos, mais je ne les avais jamais crues. Maintenant, c'était comme si je venais de heurter la légende. À 70 miles à l'heure, j'ai rendu les câbles de Hank, le remercié, et suis remonté dans la cabine 17. Les phares de l'engin piquetaient la cour obscure. Témoin silencieux. J'ai vérifié chaque serrure, puis décidé de 2 choses. Je ne conduirai plus jamais cet engin seul après le coucher du soleil, et j'informerai ma compagnie dès que possible. Des jours plus tard, un mécanicien a retracé la décharge de la batterie à un courant parasite. Le câblage avait été saboté derrière le tableau de bord.
Celui qui avait rayé la porte avait aussi trafiqué le système électrique, espérant piéger le conducteur. J'ai frissonné, pensant à ce prédateur de minuit qui connaissait mon emploi du temps. La cabine 17 parcourt toujours les autoroutes, mais je ne la pilote plus. Ils m'ont assigné un T680 plus récent, électronique sous verrou RFID. Toutes les anomalies enregistrées. De temps en temps, je passe le poteau kilométrique 237 sur l'Interstate 80, le même tronçon où l'acheteur d'Eli a disparu. Et je lève mon chapeau vers l'asphalte vide, conscient que la cabine 17 pourrait être en attente, sa prochaine victime dormant dans la couchette, inconsciente du passager qui vient pour les conducteurs nommés 17. Si jamais vous entendez votre propre voix sur un CB mord à 3h17 du matin, ou voyez 3 rayures sur votre porte dans le noir, courez. Parce que la cabine 17 perçoit ses dettes une âme à la fois. Et une fois que vous connaissez son secret, vous n'êtes jamais vraiment seul sur la route. Clint Donovan transportait du bois dans les montagnes de l'Idaho depuis près de 2 décennies. À 48 ans, son corps portait les traces de ces années. Des mains calleuses, un plissement permanent d'avoir fixé le soleil de montagne, et un dos qui le faisait souffrir par les matins froids à cause des innombrables heures passées à sécuriser des charges massives de pain et d'épinettes destinées aux scieries du Nord-Ouest. Contrairement aux routiers de longue distance qui franchissaient les frontières des États et dormaient dans leur cabine, Clint faisait généralement des trajets journaliers, naviguant sur les routes forestières périlleuses qui serpentaient à travers les forêts nationales de Clearwater et Nepers. Son Western Star de 2010 était une vue familière parmi la petite communauté des bûcherons qui gagnaient leur vie dans ces bois éloignés. Octobre était le mois préféré de Clint dans les montagnes. Le trafic touristique s'était éclairci. La chaleur estivale avait cédé la place à des journées fraîches et limpides, et les collines s'embrasaient de couleurs automnales. Mais octobre apportait aussi un temps imprévisible. Des après-midi chauds pouvaient se transformer en tempêtes de neige le soir, particulièrement aux altitudes élevées. Le 17 octobre, Clint arriva sur le chantier de déboisement de Mackenzie Creek peu après l'aube. Une équipe travaillait cette zone depuis des semaines, dégageant une section de forêt endommagée par une infestation de coléoptères. Des piles de bois fraîchement coupés attendaient d'être transportées vers la scierie Bennett à Lewiston, à environ 90 miles de là. « Bonjour, Clint », appela Pete Rollins, le chef de chantier, tandis que Clint descendait de sa cabine. « Tu es notre dernier transport aujourd'hui. Les prévisions météo annoncent des conditions douteuses pour cet après-midi. » Clint jeta un coup d'œil au ciel bleu limpide au-dessus de lui. « Ça ne ressemble pas à un temps de tempête pour moi. » Pete lui tendit une tasse de café fumant de sa thermos. « Un front arrive de l'ouest. Ils annoncent 15 à 20 cm au-dessus de 2000 mètres d'altitude d'ici la nuit. Tu prends le col de Bear Creek ?» Clint hocha la tête. Le col de Bear Creek était l'itinéraire le plus direct du chantier de déboisement jusqu'à l'autoroute, économisant près d'1 heure par rapport à l'itinéraire plus long mais plus doux par le sud. Le col grimpait à 2200 mètres d'altitude à travers une série de lacets serrés avant de descendre dans la vallée au-delà. Difficile par beau temps, potentiellement mortel par mauvais temps. « Je peux arriver avant la tempête », dit Clint avec confiance. « Chargez-moi et je serai à travers le col avant midi. » Pete semblait peu convaincu, mais ne discuta pas. Dans le monde de l'exploitation forestière, chaque conducteur prenait ses propres décisions quant aux risques qu'il était prêt à prendre. Cela faisait partie de la culture, une combinaison d'autonomie et de paris calculés basés sur des années d'expérience. Le chargement prit plus de temps que prévu. Un des câbles de la grue développa un problème, nécessitant des réparations temporaires. Au moment où le camion de Clint était pleinement chargé de 30 tonnes de bois brut, sécurisé avec de lourdes chaînes et des serre-joints, il était déjà après 10 heures du matin. Le ciel à l'ouest avait commencé à s'assombrir, le bleu limpide cédant la place à un mur de gris qui avalait les pics de montagnes lointains. « Tu penses toujours pouvoir y arriver ?» demanda Pete tandis que Clint terminait son inspection finale de la charge. Clint étudia les nuages approchants. Il avait conduit le col de Bear Creek par tous les temps. Pluie, neige, brouillard si épais qu'on pouvait à peine voir le bord de la route. Le Western Star était en bon état, récemment entretenu avec de nouvelles plaquettes de frein et des pneus neufs. S'il poussait un peu, il pouvait encore traverser le col avant que le temps ne devienne sérieux. « Je serai bien », assura Clint. « Cette vieille dame a vu pire. » Pete lui tendit une radio bidirectionnelle. « Garde ça allumé. La réception cellulaire est aléatoire là-haut par beau temps. » La tempête la rendra pire. Clint glissa la radio dans la poche de sa veste, monta dans sa cabine et commença le voyage sur la route forestière défoncée qui finirait par rejoindre la route du service forestier menant au col de Bear Creek. Les premiers miles se déroulèrent sans incident, le moteur puissant du camion gérant le terrain accidenté avec une aisance pratiquée. Alors qu'il tournait sur la route du service forestier,
Clint remarqua à quelle vitesse le temps se dégradait. Le thermomètre sur son tableau de bord montrait une chute de 4 degrés dans la dernière heure. Le vent s'était levé, envoyant les premiers flocons de neige tourbillonner contre son pare-brise. Au-dessus de lui, le ciel s'était transformé de partiellement nuageux en un gris ardoise menaçant. « Pete à Clint, vous me recevez ?» La radio crachota dans sa poche. « Je vous reçois, Pete. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Le service météo vient de passer en alerte tempête hivernale. Arrive plus vite qu'il ne pensait. Tu devrais peut-être envisager de faire demi-tour, prendre l'itinéraire sud. Clint vérifia sa montre. Prendre l'itinéraire sud maintenant ajouterait au moins 2 heures à son voyage, l'amenant à la Syrie après la nuit tombée, et il avait déjà parcouru près de 24 kilomètres. Faire demi-tour gâcherait tout ce progrès. Je continue, décida Clint, déjà presque à la base du col. Je vous radio quand je serai de l'autre côté. La route commença à grimper plus fortement à mesure que Clint approchait du col. Les flocons de neige épars avaient cédé la place à une chute régulière, s'accumulant sur les bas-côtés de la route et saupoudrant la charge massive de bois derrière lui. Il rétrograda, le moteur travaillant plus fort alors que la pente augmentait. Le col de Bear Creek avait gagné sa réputation de triste notoriété honnêtement. La route étroite et sinueuse avait réclamé sa part de véhicules au fil des années, principalement des touristes qui sous-estimaient la difficulté ou surestimaient leur capacité de conduite. Mais il avait aussi pris des camions de déboisement. 5 ans plus tôt, un conducteur nommé Mike Holloway avait perdu ses freins en descendant le versant ouest. Les décombres étaient restés visibles depuis la route pendant des mois avant que le service forestier ne fasse finalement venir un hélicoptère pour retirer le métal tordu. Alors que Clint tournait dans un virage marquant le début du col proprement dit, la tempête frappa avec une intensité surprenante. Ce qui avait été une chute de neige régulière devint soudainement un rideau blanc tourbillonnant, poussé par des rafales de vent qui cinglaient le profil du camion chargé. La visibilité tomba à moins de 30 mètres. Arrivée rapide, marmonna Clint pour lui-même, mettant ses essuie-glaces à leur vitesse maximale et allumant ses anti-brouillards. Le thermomètre montrait maintenant moins 2 degrés, assez froid pour que la surface humide de la route commence à geler. Clint ralentit encore, naviguant dans le premier des 7 lacets majeurs qui grimpaient vers le sommet. Le moteur du Western Star grondait régulièrement, le poids du bois pesant alors que la route s'accentuait. À travers la neige tourbillonnante, Clint pouvait juste distinguer le précipice à sa droite, une falaise plongeant de plusieurs centaines de mètres vers le ruisseau rocheux qui donnait son nom au col. Au moment où il atteignait le 3e lacet, la neige tombait si fortement que Clint devait se pencher en avant, s'efforçant de voir la route devant. Les courbes devenaient de plus en plus difficiles à négocier, l'arrière de la remorque voulant glisser vers l'extérieur sur la surface glissante. Il compensait par de petits ajustements prudents du volant, s'appuyant sur des décennies d'expérience. « Pete à Clint, quelle est votre position ?» La radio crachota à nouveau. « Environ à mi-chemin du col », rapporta Clint. « Temps assez mauvais. Forte neige, visibilité réduite à peut-être 15 mètres maintenant. » Bien reçu. Nous recevons des rapports de conditions de white-out au sommet. Vous pensez toujours pouvoir traverser ? Clint hesita. Il était engagé maintenant. La route était trop étroite pour faire demi-tour, et reculer serait plus dangereux que continuer. Pas d'autre choix que de continuer. Je vais y aller doucement. Alors qu'il négociait le 4e lacet, une rafale de vent particulièrement forte frappa le camion de flanc. Le haut mur de bois agissait comme une voile, et Clint sentit les roues droites perdre brièvement le contact avec la route. Pendant un moment nauséeux, il pensa que tout l'engin pourrait basculer, plongeant dans le ravin en contrebas. Mais le poids du Western Star se rétablit sur toutes les roues, et Clint exhala lentement, ses phalanges blanches sur le volant. Le sommet du col de Bear Creek était marqué par une petite aire de stationnement où les conducteurs pouvaient s'arrêter pour vérifier leurs freins avant de commencer la descente. Alors que Clint atteignait cette zone, la pleine fureur de la tempête devint apparente. Le vent hurlait autour de la cabine, la visibilité réduite à quelques mètres alors que des particules de neige et de glace volaient horizontalement dans l'air. L'aire de stationnement était déjà couverte de plusieurs centimètres de poudreuse fraîche, avec des congères se formant contre le garde-corps. Clint arrêta le camion, laissant le moteur tourner. Le vent balançait la cabine, créant un son étrange de gémissement alors qu'il forçait son chemin à travers les innombrables crevasses du bois chargé. Il devait vérifier la charge avant de commencer la descente du versant ouest. Si l'un des serre-joints s'était desserré pendant la montée, les conséquences pendant la descente plus raide pourraient être catastrophiques. Enfilant son lourd manteau de travail et ses gants, Clint sortit dans la tempête. Le froid mordant le frappa immédiatement, le volant lui coupant le souffle. Il se déplaça prudemment le long du côté de la remorque, vérifiant chaque serre-joint à tour de rôle, resserrant où nécessaire.
La neige s'était tassée dans les espaces entre les rondins, aidant en fait à stabiliser la charge. Il vérifiait le dernier serre-joint quand il l'entendit. Un bruit distinct de craquement, audible même par-dessus le hurlement du vent. Clint se figea, écoutant attentivement. Le son vint à nouveau, plus fort cette fois. Il venait de quelque part dans la pile massive de bois. Le bois se dilate et se contracte avec les changements de température. Clint le savait, mais ces sons étaient différents. Pas les grincements normaux de tassement, mais des détonations nettes comme du bois vers stressé au-delà de ses limites. Un autre craquement suivi d'un léger mouvement dans la charge. L'un des rondins supérieurs bougea légèrement, dérangeant la neige qui s'était accumulée sur le dessus. Clint recula instinctivement, les yeux fixés sur le mur imposant de bois. La radio dans sa poche crachota. « Clint, vous êtes toujours là ? La tempête s'aggrave. Quel est votre statut ?» Mais avant que Clint puisse répondre, un nouveau son rejoignit la cacophonie. Un profond gémissement suivi du claquement distinct du métal. L'un des serre-joints en acier avait cédé, incapable de supporter la combinaison de la charge lourde et de la contrainte supplémentaire causée par le froid sévère et le vent. Clint se précipita vers la cabine, mais il était déjà trop tard. La défaillance d'un serre-joint transféra une contrainte supplémentaire aux autres, créant une réaction en chaîne catastrophique. Il regarda avec horreur, tandis que toute la charge commençait à bouger. Des milliers de kilos de bois se libérant de leurs contraintes et glissant latéralement hors de la remorque. Les premiers rondins frappèrent le sol avec un impact tonitruant, immédiatement suivi par d'autres. Clint plongea sous le camion alors que l'avalanche de bois s'écrasait autour de lui. Le sol tremblait à chaque impact, le sound assourdissant dans l'espace confiné de l'aire de stationnement. Quand le mouvement s'arrêta finalement, un silence étrange descendit, brisé seulement par le hurlement continu du vent et le grincement occasionnel du bois qui se tassait. Clint resta figé dans sa position protectrice, osant à peine respirer. Progressivement, il reprit conscience de son environnement. Il était allongé dans la neige sous l'essieu arrière du camion, des flocons tourbillonnant autour de lui, se mêlant à la sueur qui remplissait maintenant l'air. « Clint, vous me recevez ? Que était-ce que ce bruit ?» La radio était toujours dans sa poche, étonnamment intacte. Avec des mains tremblantes, Clint la récupéra. « Je suis là. La charge bougeait. J'ai perdu la plupart du bois. Vous êtes blessé ?» Clint fit l'inventaire. Rien ne semblait cassé, bien que son épaule droite pulse là où il avait heurté le sol. « Je vais bien. Le camion est probablement endommagé, mais je ne peux pas dire depuis ici. »« Restez où vous êtes », ordonna la voix de Pete. « J'appelle les secours. »« Non, » répondit Clint rapidement. « Pas besoin de ça. Je ne suis pas blessé. Le camion pourrait encore être conduisible. » Prudemment, Clint rampa hors de son abri. La scène qui l'accueillit était chaotique. Des rondins éparpillés à travers l'aire de stationnement, certains dangereusement équilibrés contre le garde-corps, d'autres suspendus partiellement au bord de la falaise. La remorque avait été tordue à un angle étrange, deux de ses pneus complètement à plat sous l'impact du bois tombé. Mais par miracle, la cabine semblait largement intacte. Le moteur tournait toujours, l'échappement blanc se mélangeant à la neige tourbillonnante. Clint réalisa avec une terreur croissante qu'il était maintenant en sérieux problème. Même si le camion pouvait encore bouger, tenter de conduire vers le bas du versant ouest du col, le côté le plus raide, avec une remorque instable partiellement chargée, serait suicidaire. Rester sur place signifiait passer la nuit dans la cabine à plus de 2000 mètres d'altitude dans un blizzard qui s'aggravait, espérant que le carburant durerait jusqu'au matin. « Pete, je vais essayer de redescendre le versant », décida Clint. La remorque est endommagée, mais la cabine semble correcte. Je peux détacher si nécessaire. C'est négatif, répondit immédiatement Pete. Le service météo dit que cette tempête va empirer avant de s'améliorer. De plus, vous devriez reculer sur ces lacets. Trop dangereux. Clint savait que Pete avait raison. Mais l'alternative, attendre impuissant tandis que la nuit tombait et que les températures chutaient encore, semblait encore pire. Il contemplait ses options limitées quand un nouveau son émergea de la tempête. Le grondement sourd d'un moteur diesel. Au début, Clint pensa qu'il devait l'imaginer. Mais le son devint progressivement plus fort, approchant du côté ouest du col. Hors du blanc tourbillonnant émergea la silhouette d'un autre camion, un engin de déboisement similaire au sien, se déplaçant lentement à travers les conditions traîtresses. Clint agita frénétiquement les bras, bien qu'il doutait d'être vu à travers la forte chute de neige. Le camion approchant ralentit puis s'arrêta. Sa porte s'ouvrit et une figure enveloppée dans une lourde tenue d'hiver en descendit. « On dirait que vous pourriez utiliser de l'aide », appela une voix de femme. Un soulagement inonda Clint tandis que la conductrice approchait. Elle avait la trentaine,
avec des traits burinés qui la marquaient comme une bûcheronne expérimentée. Sa plaque nominale indiquait Sarah Larson. La charge a bougé, expliqua Clint, désignant les rondins éparpillés. Je ne suis pas sûr de pouvoir descendre. Sarah examina la scène avec un œil professionnel. Non, vous ne pouvez pas. Pas en sécurité. Mais j'ai des chaînes et une barre de remorquage. Nous pouvons sécuriser ce qui reste de votre charge. Détachez votre remorque si nécessaire, et je vous guiderai pour redescendre le versant haie. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent ensemble dans la tempête qui s'aggravait, sécurisant les rondins lâches et préparant le camion de Clint pour le périlleux voyage de retour. Au moment où ils eurent fini, tous deux étaient couverts de neige, leurs doigts engourdis malgré les gants épais. « Je n'ai jamais vu une autre bûcheronne ici par un temps pareil », remarqua Clint alors qu'il se préparait à partir. « Qu'est-ce qui vous amène sur le col aujourd'hui ?» Sarah hésita avant de répondre. « J'ai reçu un appel concernant un conducteur en difficulté. J'étais la plus proche. »« De qui, Pete ? Quelqu'un de la répartition ?»« Quelqu'un de la répartition, dit-elle vaguement. Peu importe maintenant. Ce qui importe, c'est de descendre avant la nuit. » La descente fut angoissante. Un processus minutieux de naviguer chaque lacet en marche arrière, avec les feux arrière du camion de Sarah comme seul point de référence visible dans les conditions de whiteout. Au moment où ils atteignirent le bas du col, la nuit était complètement tombée, transformant la tempête en un vide noir désorientant rempli de blanc tourbillonnant. Ils arrivèrent au camp de déboisement peu après 21 heures. Le voyage avait pris plus de 4 heures. Pete et plusieurs autres ouvriers se précipitèrent pour les accueillir, leurs visages marqués par l'inquiétude qui cédait la place au soulagement. « On pensait vous avoir perdu là-haut, » dit Pete, tapotant l'épaule de Clint. Heureusement que Sarah était dans le coin. Clint se tourna pour remercier sa sauveuse, mais s'arrêta net. « Attendez, comment saviez-vous qu'il fallait appeler Sarah ? Je n'ai jamais mentionné avoir besoin d'aide. » Pete semblait confused. Appelle her Sarah? Je n'ai appelé personne. Quand votre radio est morte après ce bruit de fracas, j'ai appelé les recherches et sauvetages. Ils organisent encore une équipe pour y aller demain. Mais elle a dit que la répartition l'avait appelée, insista Clint. Pete secoua la tête. Notre répartition a fermé à 17 heures, et j'ai été en radio avec eux tout l'après-midi. Ils n'ont jamais mentionné envoyer un autre conducteur. Un froid qui n'avait rien à voir avec la tempête s'installa sur Clint. Il se tourna vers Sarah, qui se tenait légèrement à l'écart du groupe, son expression illisible dans la lumière tamisée du camp. « Qui êtes-vous » demanda Clint doucement. « Vraiment ?» Sarah soutint son regard fermement. « Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être piégé sur ce col. » Elle jeta un coup d'œil à son camion, puis revint vers Clint. « Il y a 5 ans. Défaillance des freins sur le versant ouest. » Clint sentit le sang se retirer de son visage. L'accident de Mike Holloway. Mais il n'y avait pas de survivants. Il n'y en avait pas, convint-elle simplement. Faites attention là-bas, Clint. Les montagnes ne pardonnent pas les erreurs. Avant que Clint puisse répondre, Sarah se retourna et marcha vers son camion. Il regarda, figé sur place, tandis qu'elle montait dans la cabine et s'éloignait. Ses feux arrière furent bientôt avalés par la neige tourbillonnante. Le rapport officiel lista le sauvetage de Clint comme une rencontre fortuite avec un autre professionnel de l'exploitation forestière. Aucune conductrice nommée Sarah Larson n'était enregistrée auprès des compagnies de bois opérant dans la région. Le camion qu'elle conduisait, correspondant à la description de celui que Mike Holloway conduisait 5 ans plus tôt, ne fut jamais localisé. Clint Donovan conduit toujours les routes forestières de l'Idaho, mais il ne prend plus jamais le col de Bear Creek, même par un temps parfait. Et en octobre, quand les premières neiges commencent à tomber sur les hauts plateaux, il laisse une thermos de café chaud à la base du col, un petit gage de gratitude pour une dette qui ne pourra jamais être vraiment remboursée. Warren Mitchell conduisait des camions depuis 17 ans. À 43 ans, sa barbe autrefois noire était parsemée de gris, et des années à plisser les yeux devant les levers et couchers de soleil avaient creusé les lignes autour de ses yeux. Contrairement à beaucoup de routiers de longue distance qui préféraient la solitude, Warren appréciait les connexions humaines qu'il faisait sur la route. Des serveuses de restaurants qui se souvenaient de sa préférence pour le café au conducteur, partageant des conseils par radio CB. Son affectation actuelle, des produits pharmaceutiques réfrigérés de Nashville vers le nord de l'Arizona. La fenêtre de livraison serrée signifiait conduire de nuit quand possible, se reposer pendant les heures de pointe. Juste après 2 heures du matin sur l'Interstate 40 dans l'ouest de l'Oklahoma, Warren remarqua des problèmes. D'abord une fluctuation subtile dans le thermomètre du moteur, puis une vibration inhabituelle dans le volant. Après des années avec son Freightliner Cascadia,
Warren pouvait détecter le moindre changement dans son fonctionnement. « Quelque chose ne va pas avec toi ce soir, vieille fille », marmonna-t-il, relâchant l'accélérateur. La vibration s'intensifia, rejointe par un cliquetis provenant du compartiment moteur. Sans véhicule derrière lui, Warren ralentit progressivement à 40 miles à l'heure, activa ses feux de détresse et commença à chercher une sortie. « Sayez 3 miles », annonça un panneau vert dans ses phares. La rampe de sortie menait à une route à 2 voies servant de rue principale à Sayez. La plupart des commerces étaient sombres, seuls les lampadaires et les stations-service occasionnelles brisant l'obscurité. Warren repéra le Richardson S-Truck à Venn à la périphérie de la ville, une petite exploitation indépendante avec du diesel, de la nourriture et un hébergement. Seuls 3 autres camions occupaient le parking, tous garés pour la nuit. Alors que Warren se garait loin des autres véhicules, son moteur fit un bruit de cognement sinistre avant de s'arrêter. Son expérience lui disait que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait réparer avec ses outils de base. Il aurait besoin d'un mécanicien professionnel. À l'intérieur du bâtiment principal, un éclairage fluorescent illuminait l'espace presque vide. Une femme d'âge moyen aux cheveux rouges bouteilles se tenait derrière le comptoir, lisant un livre de poche. « Bonjour, conducteur. Le café est frais. Je viens de le faire il y a 20 minutes, offrit-elle avec un sourire pratiqué. « Merci. J'en aurais bien besoin, » répondit Warren. « Je me demandais aussi si vous aviez un mécanicien de garde. J'ai des problèmes de moteur. »« Ça n'a pas l'air bon, » fit la femme, son badge indiquant « Doris », avec une grimace compatissante. « Notre mécanicien n'arrive pas avant 8 heures, mais nous avons des chambres si vous devez attendre. Nuit tranquille, vous auriez le choix. » Warren vérifia sa montre. 2h43. Avec une marge minimale dans son planning de livraison, il décida que rester était plus sage que risquer une panne plus grave dans un endroit plus isolé. « Je prends une chambre », décida-t-il. « Et ce café. Vous auriez quelque chose à manger aussi ? Un sandwich au micro-ondes est tout ce que je peux offrir à cette heure, » dit Doris, prenant une fiche d'enregistrement. La cuisine ouvre à 6 heures. Après avoir rempli la paperasse, Doris tendit à Warren une clé attachée à un porte-clés en plastique avec le numéro 36. Chambre 36, la dernière au bout du bâtiment. L'endroit le plus tranquille, loin du bruit de l'autoroute. La partie motel du Richardson S-Truck avait daté clairement d'une époque antérieure. Des portes individuelles donnant sur le parking, de petites fenêtres avec de lourds rideaux et des climatiseurs muraux sous chaque fenêtre. La chambre 36 se trouvait tout au bout de la rangée, séparée de sa voisine par un écart plus large qu'entre les autres chambres. À l'intérieur, Warren trouva un espace propre mais figé dans le temps. Des murs lambrissés de bois, une couvre-lit à fleurs fanées et une petite télévision à tube au sommet d'une commode en stratifie. Il posa son café et son sandwich, puis sortit son téléphone pour mettre à jour son répartiteur. Pas de réseau, malgré la proximité d'une grande interstate. « Je suppose que ça attendra demain matin », marmonna-t-il en s'asseyant sur le lit. La chambre semblait étrangement froide malgré la nuit chaude de septembre. Warren vérifia l'unité de climatisation. Elle était éteinte. La fenêtre était fermée à clé, pourtant la température continuait de chuter, son souffle maintenant visible à chaque expiration. « Qu'est-ce que… » chuchota Warren, se frottant les bras. C'est alors qu'il remarqua la radio sur la table de nuit, une boîte en bois antique avec un cadran analogique et un haut-parleur recouvert de tissu, ressemblant à quelque chose des années 40. Alors que Warren l'examinait, la radio s'alluma toute seule. Des parasites remplirent la pièce. Puis une voix émergea. Conducteur ayant des problèmes de moteur. Besoin d'aide au Richardson S. Chambre 36. Repeaters. Conducteur ayant besoin. Le message s'interrompit, retournant au parasite. Cela ressemblait à une transmission CB, mais la voix avait une qualité creuse, et cette radio antique ne devrait pas capter les fréquences CB du tout. Warren l'éteignit et la débrancha. La chambre restait anormalement froide. Il s'enveloppa dans la couverture supplémentaire du placard et essaya de manger son sandwich, se disant qu'il était trop expérimenté pour être ébranlé par une chambre de motel étrange ou une radio défectueuse. 10 minutes plus tard, quelqu'un frappa fermement à sa porte. Il était 3h17 du matin. Trop tôt pour le mécanicien. « Qui est-ce » appela Warren, s'approchant avec prudence. Aucune réponse ne vint, mais le toquement se répéta, plus insistant. Warren regarda par le judas, mais ne vit que l'obscurité, comme si quelque chose le recouvrait de l'extérieur. « Bonjour, je ne vous vois pas là dehors. » Le toquement s'arrêta. Après un moment de silence, une voix masculine parla juste de l'autre côté. « J'ai reçu votre message sur le CB. Vous disiez avoir besoin d'aide dans la chambre 36. » Warren se fija.
Il n'avait envoyé aucun message. Il ne pouvait même pas joindre son répartiteur à cause de l'absence de réseau. Il y a une erreur, répondit Warren. Je n'ai envoyé aucun message. La radio disait que le conducteur dans la chambre 36 avait besoin d'aide urgente, insista la voix. Ouvrez, mon vieux. Il fait froid dehors. Quelque chose dans cette déclaration troubla Warren. Il ne faisait pas froid dehors cette nuit tiède de septembre. Pourtant, à l'intérieur de la chambre 36, il pouvait voir son souffle. Je pense que vous devriez partir, dit Warren fermement. Comme vous voudrez, répondit la voix avec un calme inquiétant. Mais je vous verrai sur la route, Warren. Les conducteurs comme nous se retrouvent toujours tôt ou tard. L'utilisation de son nom, que Warren n'avait donné qu'à Doris sur la fiche d'enregistrement, déclencha une alarme en lui. Aucun bruit de pas n'indiqua le départ du visiteur. Warren appela la réception. Quand Doris répondit, il demanda si elle avait envoyé quelqu'un à sa chambre. Non, Kerry. Il n'y a personne ici sauf moi, confirma-t-elle. Voulez-vous que j'appelle le shérif? Warren hesita. Que leur dirait-il? Qu'un étranger avait frappé à sa porte? Que sa chambre était inexplicablement froide? Non, ça va. Mais il s'est déjà passé quelque chose d'étrange dans la chambre 36 avant? Un long silence suivit. Pourquoi demandez-vous cela? Répondit finalement Doris, sa voix tendue. Juste curieux. La chambre a une ambiance différente. Doris superior allowement. Écoutez, je ne suis pas censé en parler. Le propriétaire pense que c'est mauvais pour les affaires, mais puisque vous êtes déjà là, il y a eu un incident en 1976. Un conducteur nommé Howard Welsh s'est arrêté ici avec des problèmes de moteur. La chambre 36 était sa chambre. Qu'est-il arrivé? Demanda Warren. L'histoire dit qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit, a utilisé son CB pour appeler à l'aide, a dit que quelque chose n'allait pas avec sa chambre, qu'elle devenait de plus en plus froide. Un autre conducteur a répondu, a dit qu'il venait aider. Howard a été retrouvé le lendemain matin. Crise cardiaque, ont-ils dit, mais la chambre était froide. En plein juillet, pas de climatisation en marche, mais de la givre à l'intérieur de la fenêtre. Et ils n'ont jamais retrouvé le conducteur qui aurait supposément répondu à l'appel d'Howard. Les yeux de Warren dérivèrent vers la radio qu'il avait débranchée. Elle était à nouveau allumée, émettant doucement des parasites. La radio dans ma chambre continue de s'allumer toute seule, dit Warren doucement. Quelle radio? Demanda Doris, confuse. Nos chambres n'ont pas de radio, juste la télé. Il y a une vieille radio en bois ici. Ressemble à quelque chose des années 50. Ça n'a pas de sens, chuchota Doris. La seule radio comme ça était la radio personnelle d'Howard. Il collectionnait les antiquités. Elle était mentionnée dans le rapport de police, puis rendue à sa famille après sa mort. Comme répondant à cette révélation, les parasites de la radio s'éclaircirent et une voix en sortit. Warren Mitchell, chambre 36, 19 septembre. Je vous ai trouvé. La date frappa Warren avec une signification horrible. Le 19 septembre 1976 était quand une tempête de glace anormale avait frappé l'ouest de l'Oklahoma, tuant plusieurs routiers pris au dépourvu. Quelle était la date de la mort d'Howard Welsh? Demanda Warren avec urgence. 19 septembre 1976, répondit Doris. C'est l'anniversaire aujourd'hui. La radio crepita. Je viens pour toi, Warren, comme je suis venu pour Howard et tous les autres dans la chambre 36 chaque 19 septembre. Warren se précipita vers la porte, l'ouvrant violemment. Au lieu de l'air nocturne tiède, il rencontra un mur de froid glacial. Le parking était couvert de glace, les camions saupoudraient de neige. Son souffle formait de lourds nuages alors qu'il se retournait vers la chambre 36. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, grand, décharné, vêtu d'une veste de routier des années 70. Son visage était teinté de bleu, les yeux laiteux. « Je vous avais dit qu'on se reverrait sur la route, Warren, » dit la figure. « Nous, les routiers, devons rester solidaires. » Warren courut vers le bureau, glissant sur la glace. Derrière lui, des pas crissaient sur le givre, lents, sans se presser. Quand Warren atteignit la porte du bureau, il la trouva verrouillée. À travers la fenêtre, il vit Doris au téléphone, son expression frénétique. Elle se précipita pour le laisser entrer. « Ça recommence », cria-t-elle. « J'ai appelé le 911, mais avec ce temps, il pourrait mettre 1 heure à arriver. »« Quel temps ?» demanda Warren. Il faisait clair il y a 1 heure. Doris désigna l'extérieur où un blizzard faisait maintenant rage. Une tempête de glace localisée centrait précisément sur le Richardson S. Truck Haven. Ils se blottirent dans le bureau toute la nuit, tandis que la température chutait à -17 degrés.
Quand l'aube vint, la tempête se dissipa aussi soudainement qu'elle était apparue. Les autorités documentèrent l'événement météorologique anormal, mais ne trouvèrent aucune explication. La chambre 36 ne montrait aucun signe de perturbation et ne contenait aucune radio antique. Le camion de Warren, examiné par le mécanicien, ne montrait aucune preuve des problèmes de moteur qui l'avaient immobilisé. Avant de partir, Warren posa une dernière question à Doris. « Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà survécu à la chambre 36 le 19 septembre ? » « Pas que je sache, » répondit-elle. La plupart des années, la chambre reste vide cette nuit. Le dernier conducteur qui est resté le 19 était en 2018. On l'a retrouvé le lendemain matin. Crise cardiaque. Juste comme Howard. Warren compléta sa livraison en Arizona, puis changea ses itinéraires pour éviter entièrement l'ouest de l'Oklahoma. Il ne s'arrêta plus jamais dans des motels indépendants. Mais chaque année le 19 septembre, où qu'il soit, la radio CB de son camion s'activait toute seule, diffusant « Conducteur en difficulté, chambre 36, je viens aider ». Et chaque fois Warren conduisait toute la nuit sans s'arrêter, sachant qu'au Richardson S. Truck Haven, quelque chose attend qu'un autre conducteur prenne la dernière chambre au bout du bâtiment. Derek Hansen conduisait sur le corridor de l'Interstate 95 depuis 14 ans, maîtrisant chaque rythme de l'artère principale de la côte est. Il préférait les trajets nordiques malgré les défis hivernaux, demandant régulièrement l'itinéraire de Boston à Bangor, transportant des produits en papier vers les centres de distribution du Maine. La mi-novembre trouva Derek chargeant des produits papetiers commerciaux destinés à Bangor. Les prévisions annonçaient la première chute de neige significative de la Nouvelle-Angleterre, mais son Kenworth T680 bien entretenu avait de nouveaux pneus neige et des chaînes si nécessaire. Partant de Boston à 6h15, Derek espérait atteindre le centre du Maine en début d'après-midi, avant les chutes de neige plus importantes. De légers flocons parsemaient occasionnellement son pare-brise, tandis qu'il conduisait à travers le Massachusetts et le sud du New Hampshire. Juste au nord de Portland, Derek remarqua un Freightliner Bordeaux avec des bandes argentées maintenant une distance constante derrière lui. Bien qu'il ne soit pas inhabituel d'avoir de la compagnie sur l'Interstate 95, quelque chose à propos de ce camion spécifique déclencha un souvenir insaisissable. À Augusta, Derek s'arrêta pour faire le plein et prendre un café. Le Freightliner Bordeaux entra aussi, un modèle plus ancien avec une peinture fanée, transportant du matériel de construction sous des bâches. Le conducteur resta à l'intérieur tandis que Derek allait chercher son café, essayant toujours de comprendre pourquoi le camion semblait familier. La neige s'intensifiait en approchant de Waterville. Les rapports radio avertissaient que les conditions se dégradaient plus vite que prévu et que le trafic s'était éclairci alors que les voyageurs suivaient les conseils de reporter leur trajet. À travers ses essuie-glaces fonctionnels, Derek repéra le Freightliner Bordeaux devant, se déplaçant maintenant de manière erratique, ralentissant considérablement, puis accélérant. Inquiet, Derek attrapa sa radio CB. Nord sur l'Interstate 95 autour du poteau kilométrique 127. Quelqu'un me reçoit ? J'ai un Freightliner Bordeaux à plateau se déplaçant de manière erratique. Juste pour prévenir les gens. Après des parasites, une voix répondit. Ici Sud passant Waterville. Nous avons presque des conditions de white-out ici. Le département des transports ferme l'autoroute à l'échangeur de Newport. Vous devriez peut-être sortir bientôt. Bien reçu, répondit Derek. D'autres trafics nordiques devant moi. Negative. Vous êtes le seul camion que j'ai vu en direction nord depuis 20 minutes. Derek fronça les sourcils. J'ai un Freightliner Bordeaux environ un quart de mile devant moi. Pas de trafic devant vous depuis ma position. La route est vide en direction nord sauf vos lumières. Une sensation froide s'installa dans l'estomac de Derek, tandis qu'il regardait les feux arrière du camion briller à travers la neige épaississante. Puis le souvenir refit surface. 7 ans plus tôt, pendant une autre tempête de novembre, il avait été témoin des conséquences d'un carambolage depuis les voies sud. Un Freightliner Bordeaux avec des bandes argentées y était impliqué. Sa cabine écrasée, le conducteur tué sur le coup. Derek avait rencontré ce conducteur, Cal Mercé, à une aire de repos quelques heures avant. Ce ne pouvait pas être le même camion. Pourtant, la ressemblance était frappante. Soudainement, les phares de Derek révélèrent quelque chose d'impossible. Une rampe de sortie non marquée là, où aucune sortie ne devrait exister. Les feux de freinage du Freightliner clignotèrent, tandis qu'il tournait sur cette rampe mystérieuse. Derek avait conduit ce tronçon des centaines de fois. Il n'y avait pas de sortie ici. Pourtant, la aile était, pavée et s'enroulant dans la forêt, portant les traces fraîches du camion. Il continua tout droit, se demandant si c'était une route d'accès d'urgence qu'il n'avait jamais remarquée, ou si la tempête causait une désorientation.
5 miles plus loin, des lumières clignotantes apparurent devant. Une voiture de police de l'État bloquait l'autoroute. Un officier dirigeait la circulation. Derek s'arrêta tandis que le policier approchait. « Autoroute fermée devant », cria l'officier par-dessus le vent. La tempête s'est intensifiée plus vite que prévu. Nous dirigeons tout le trafic vers la sortie. Y a-t-il une route de service environ 5 miles en arrière ? Demanda Derek. J'ai vu un autre camion s'y engager. L'officier semblait perplexe. Pas de sortie non autorisée dans cette section, juste les échanges numérotés. Quel poteau chilométrique? Autour de 132. Route pavi non marquee. Un fretliner Bordeaux-La Prise. L'expression du policier changea pour de l'inquiétude. Il s'éloigna pour parler dans sa radio, puis revint. « Monsieur Hansen, j'ai besoin que vous vous rangiez et veniez avec moi dans mon véhicule. » Derek fut surpris par l'utilisation de son nom. « Y a-t-il un problème ? » « Pas avec vous, mais il est important que nous parlions. » À l'intérieur de la voiture de patrouille, le sergent Paul Déco demanda à Derek de décrire exactement ce qu'il avait vu. Alors que Derek parlait, l'expression du sergent devenait de plus en plus grave. « Connaissez-vous un accident de camionnage ici en novembre 2016 ?» demanda-t-il. Derek hocha la tête. Le carambolage pendant une tempête de neige. Un des véhicules était un fretliner Bordeaux, comme celui que j'ai vu aujourd'hui. Ce camion était conduit par Calvin Mercé. Il est mort sur le coup. Je me souviens, dit Derek. Je l'ai rencontré à une aire de repos à Bangor ce jour-là. Le sergent montra à Derek une photographie. Est-ce le camion que vous avez vu aujourd'hui ? L'image montrait exactement le même camion que Derek avait suivi. C'est lui, confirma Derek. Exactement le même, juste plus usé. Cette photo a été prise le jour de l'accident de Mercé, dit tranquillement le sergent. Depuis 7 ans que ce carambolage s'est produit, nous avons reçu 37 rapports distincts décrivant des rencontres identiques aux vôtres. Toujours pendant la première tempête de neige significative, toujours sur le même tronçon, toujours le camion de Mercé tournant sur une sortie qui n'existe pas. Que dites-vous ? Les coordonnées où les conducteurs rapportent voir cette sortie fantôme correspondent exactement à l'endroit où le GPS de Mercé indiquait qu'il avait quitté l'autoroute principale. Mais voici ce qui n'a pas été rapporté publiquement. Le camion de Mercé ne faisait pas partie de la collision principale. Il a été trouvé 200 mètres dans la forêt au fond d'un ravin. Les preuves suggéraient qu'il avait tourné violemment hors de l'autoroute avant que le carambolage ne se produise. Il n'y a pas de route là, juste de la forêt. Pourtant, son camion a quitté l'autoroute à un point qui correspondrait à une courbe de rampe de sortie standard. Donc ces gens, moi y compris. Chaque conducteur qui a rapporté suivre ce camion décrit la même séquence. Il voit la sortie, l'empreinte, et se retrouve sur une route menant plus profondément dans la forêt avant de se terminer abruptement à un précipice, précisément où le camion de Mercé est passé par-dessus. Ont-ils eu un accident ? Tout le monde a réussi à s'arrêter à temps, assura Déco. Mais beaucoup ont rapporté ressentir une envie inexplicable de continuer à conduire malgré le danger devant. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Derek. « Parce que vous êtes la première personne en 7 ans qui a vu la sortie mais ne l'a pas prise. J'essaie de comprendre pourquoi. » Je ne sais pas, admit Derek. Quelque chose n'allait pas et je me souvenais avoir rencontré Cal avant son accident. Après avoir arrangé un hébergement pour la nuit, Derek demanda « Mercé a-t-il un lien avec cette zone spécifique ?» Descar hesita. La femme de Calvin a dit quelque chose de troublant aux enquêteurs. La nuit avant l'accident, Cal lui a téléphoné à propos d'un autostoppeur qu'il avait pris, un homme âgé qui insistait pour qu'il trouve la voie 7. Quand Cal a expliqué que l'Interstate 95 n'avait que 2 voies dans chaque direction. L'homme est devenu agité, disant que la voie nord numéro 7 n'est visible que dans la neige. Ont-ils identifié cet autostoppeur ? Aucune preuve d'un passager n'a été trouvée, mais quand les secouristes ont trouvé le camion, le chemin qu'il a tracé à travers la forêt avait exactement 7 mètres de large. Comme s'il avait trouvé la voie 7. Derek murmura. Avant de partir, Derek demanda pourquoi le sergent connaissait son nom. Déco montra à Derek une autre photographie. Celle-ci montrant Derek et Calvin Mercé parlant à côté d'une pompe à essence le jour de l'accident. Ce que vous ne vous souvenez peut-être pas, c'est ce que des témoins ont entendu. Cal vous a parlé de son étrange autostoppeur et de l'histoire de la voie 7. Vous vous en êtes moqué et avez dit « Si vous trouvez cette voie 7, gardez-moi une place. Je ferai le même trajet la semaine prochaine. » Pendant 7 ans, chaque conducteur qui a rapporté voir le camion de Mercé avait une chose en commun. Aucun ne le connaissait personnellement. Aucun sauf vous. C'est pourquoi j'attendais.
Vous deviez toujours être le prochain à voir la sortie. La seule question était si vous l'emprunteriez. Derek compléta sa livraison le lendemain et demanda immédiatement un transfert vers n'importe quel itinéraire qui ne le ferait pas passer par le centre du Maine. Pendant 5 ans, il évita la Nouvelle-Angleterre pendant l'hiver. Puis en novembre 2028, une pénurie de personnel força Derek à retourner sur l'Interstate 95 pendant la première tempête de neige de la saison. Alors qu'il approchait du poteau kilométrique 132, le Freightliner Bordeaux apparut dans ses phares. Cette fois, quand il tourna sur la sortie non marquée, Derek sentit ses mains tourner le volant pour suivre comme guidé par une force invisible. La route de service s'enroulait à travers la forêt enneigée. Derek savait qu'il devrait s'arrêter. Savait que le précipice venait, pourtant se sentait étrangement calme. À travers son pare-brise, il pouvait maintenant voir non pas un camion, mais une ligne de Freightliner Bordeaux identique, formant une procession le long d'une route beaucoup plus large. La voie nord numéro 7 s'étendait devant lui, visible seulement dans la neige, l'invitant à prendre sa place réservée dans la file. Victor Reeves préférait les nombres aux gens. À 52 ans, il avait passé 3 décennies à transporter du fret à travers l'Amérique, accumulant plus de 3 500 000 miles. Sa précision était légendaire parmi les répartiteurs. Si Victor disait qu'il arriverait à 14h17, vous pouviez régler votre montre sur l'arrivée de son Peterbilt. Contrairement aux camionneurs qui romantisaient leur profession, Victor abordait la conduite comme un exercice mathématique. Vitesse moyenne multipliée par le temps moins les retards prévisibles égale arrivée estimée. Ces itinéraires étaient calculés pour une efficacité maximale. Les périodes de repos programmées à la minute, près tout en minimisant les temps d'arrêt. Cette approche méthodique lui avait valu un dossier de sécurité impeccable et une sécurité financière. Il possédait son camion en propre, un Peterbilt 579 de 2019 méticuleusement entretenu avec une cabine couchette de 76 pouces équipée de tout le confort qu'un homme solitaire pourrait avoir besoin. Fin mars, Victor accepta une cargaison de composants de réfrigération industrielle destinée de Chicago à Boise, Idaho. Le voyage de 1500 miles traverserait les plaines de l'Illinois et de l'Iowa, les horizons interminables du Nebraska, les paysages sculptés par le vent du Wyoming et finalement les terrains variés de l'Idaho. Il partit de Chicago à 4h30 du matin, naviguant dans les rues avant l'aube avant de fusionner sur l'Interstate 80 direction ouest. Les prévisions promettaient des conditions claires. Une bonne fortune inhabituelle pour le début du printemps quand le temps pouvait changer rapidement, particulièrement dans les cols de montagne du Wyoming. Victor s'installa dans le rythme de l'autoroute, l'esprit occupé par des calculs familiers. Vitesse moyenne 63. Arrêt carburant 3. Période de repos obligatoire 2. Arrivée estimée 19h45 le lendemain, compte tenu du changement de fuseau horaire. Les portions de l'Illinois et de l'Iowa se déroulèrent sans incident. Victor maintenait une allure constante, ne s'arrêtant que quand sa consommation de carburant précisément calculée l'exigeait. Alors qu'il entrait au Nebraska sur l'Interstate 80, le terrain s'aplanissait encore, l'autoroute s'étendant vers l'horizon en une ligne presque parfaite. Cette section était connue pour induire l'hypnose de la route, des miles de paysages inchangeables sous un ciel énorme. Victor avait développé des stratégies pour combattre cela, alternant entre des podcasts de mathématiques et des compositions structurées en boîte qui reflétaient son appréciation de l'ordre. Près de Kearney, Nebraska, environ 560 km dans son voyage, Victor remarqua quelque chose d'inhabituel. Sa radio CB rarement utilisée commença à émettre des rafales de parasites intermittents avec un motif presque comme du code Morse. Victor ajusta le bouton de suppression des parasites, qui filtrait typiquement les signaux plus faibles, mais les parasites rythmiques continuèrent. Il parcourut les 40 canaux avec le même résultat avant d'éteindre complètement la radio. Les parasites s'arrêtèrent et Victor retourna son attention à la route. Mais moins d'une minute plus tard, sans avoir été touché, la radio se ralluma toute seule, émettant les mêmes parasites en motif. Victor fronça les sourcils. Les dysfonctionnements électriques étaient rares dans son camion méticuleusement entretenu, mais pas impossibles. Il débrancha simplement l'unité CB de sa source de courant. En fin d'après-midi, Victor était entré dans le Wyoming, le paysage se transformant progressivement de plaine en collines ondulantes. Il s'arrêta à une aire de repos à l'est de Cheyenne pour du carburant, de la nourriture et sa première période de repos obligatoire. Après avoir complété ses entrées de journal de bord, Victor essaya d'appeler sa sœur en Oregon, leur vérification mensuelle, mais son téléphone ne montrait aucun réseau malgré l'emplacement de l'aire de repos, près d'un important carrefour autoroutier où la couverture était typiquement fiable. « C'est comme ça toute la journée », informa le caissier quand Victor s'enquit. Une sorte d'interférence étrange. Les lignes fixes fonctionnent, cependant. Décidant que son appel pouvait attendre, Victor retourna à son camion.
Alors qu'il montait dans la cabine, il remarqua que la radio CB était de retour dans son berceau, reconnectée au courant. C'était impossible. Il l'avait spécifiquement débranchée et rangée sous sa couchette. Avant de pouvoir traiter cette divergence, la radio crépita. Le motif de parasite était maintenant plus prononcé. À l'intérieur de ces parasites, presque imperceptibles au début, se trouvait une voix lointaine et déformée, mais définitivement humaine. Au secours. Frontière du Wyoming. Poto kilometrique. Peach. Victor fixa la radio, cherchant une explication rationnelle. Il examina son camion pour des signes d'intrusion, mais ne trouva rien. Les portes avaient été verrouillées, le système de sécurité engagé. Aucun signe d'effraction, rien de manquant. Il retourna à la radio, qui continuait son motif de parasite avec des fragments de voix occasionnels. Quelque chose dans la voix, son ton de désespoir, le poussa à écouter plus attentivement. Après avoir ajusté les commandes, la voix devint légèrement plus distincte. Quelqu'un copie « Accident au poteau kilométrique 401. Wyoming. Besoin d'assistance immédiate. » Le poteau kilométrique 401 sur l'Interstate 80 serait quelque part à l'ouest de Cheyenne, partie de l'itinéraire à venir de Victor. Malgré son respect des horaires, Victor décida de partir plus tôt que prévu. Si quelqu'un avait besoin d'aide, les autorités devaient être informées. Il expliqua ce qu'il avait entendu à l'employé et demanda d'utiliser la ligne fixe pour contacter la patrouille routière. Vous dites le poteau kilométrique 401. L'expression de l'employé passa de l'ennui à l'inquiétude. Vous voudriez peut-être reconsidérer votre itinéraire. Ce tronçon a un mauvais passé. Vraiment mauvais. Quel genre de passé ? Demanda Victor. Ça a commencé il y a 9 ans. Un carambolage majeur pendant une tempête de neige soudaine. 7 véhicules, 5 morts, y compris une famille avec 2 enfants. Depuis, ce tronçon entre les poteaux 400 et 405 a un taux d'accident presque triple de la moyenne de l'État. J'apprécie l'avertissement, répondit Victor, mais je dois maintenir mon horaire. Les prévisions indiquent des conditions claires. Victor appela la patrouille routière du Wyoming, expliqua la situation et fournit le poteau kilométrique. Le répartiteur nota qu'aucun accident n'avait été signalé là-bas, mais enverrait une voiture de patrouille vérifier. Alors que Victor revenait sur l'Interstate 80, il se trouva inhabituellement alerte. L'avertissement de l'employé persistait dans ses pensées. Quelque chose dans la situation n'allait pas, une perturbation dans le motif ordonné de son monde soigneusement structuré. Le paysage du Wyoming devenait plus dramatique. Le trafic clairsemé, principalement des véhicules commerciaux faisant des trajets de nuit. Alors que Victor approchait du poteau kilométrique 390, la radio éclata à nouveau. Cette fois la voix était plus claire. Trafic ouest. Accident devant. Poteu 400 unitat. Besoin d'assistance. La voix était féminine avec une cadence inhabituelle, délivrant l'information sans émotion, presque cliniquement. Au poteau kilométrique 395, Victor remarqua que la température avait chuté significativement, 10 degrés en 15 minutes. Le ciel auparavant clair montrait maintenant des nuages bas obscurcissant l'horizon. La radio crépita à nouveau. Poteau kilométrique 401, multiples victimes, nécessite immédiatement. Cette transmission contenait des sons de fond étranges comme des sirènes d'urgence, mais déformés, étirés comme s'ils jouaient à la mauvaise vitesse. Au poteau kilométrique 398, Victor repéra des feux de détresse devant. Il réduisit la vitesse et passa en plein phare, révélant une seule voiture de tourisme sur l'accotement, son avant cabossé contre le garde-corps. Victor ralentit encore, scannant pour des occupants ou d'autres véhicules. La berline de milieu des années 2000 montrait des dommages importants à l'avant, mais étrangement aucun débris sur la route, aucun verre brisé, aucun morceau de pare-choc délogé, aucune fuite de liquide. Alors que Victor s'arrêtait environ 15 mètres derrière le véhicule endommagé, la radio éclata avec des parasites douloureusement forts. Puis la voix revint, maintenant semblant parler directement dans le microphone. Ne vous arrêtez pas, continuez à bouger. Ne sortez pas de votre véhicule. Victor remit le camion en vitesse, mais avant d'accélérer, il remarqua un mouvement à la voiture endommagée. Une figure émergea du côté conducteur, une femme en vêtements de couleur claire, possiblement des Scrubs, se déplaçant avec une démarche étrange de glissement vers son camion. La radio siffla. Partez maintenant. Motif répété. Poteu kilométrica 400 unitat. Victor hésita, déchiré entre aider un automobiliste en panne et les circonstances de plus en plus étranges. Puis la radio éclata avec une nouvelle voix. Masculine, autoritaire. Ici patrouille routière du Wyoming.
Tous les véhicules près du poteau kilométrique 400. Ne vous arrêtez pour aucune raison. Procédez avec prudence. Répétez, ne vous arrêtez pas. Les phares de Victor soudainement s'assombrirent, fluctuant avant de revenir à une luminosité normale. Dans cette obscurité momentanée, la figure approchant sembla changer. Pour juste un instant, Victor vit quelque chose que son esprit rationnel peinait à traiter. Il relâcha le frein et accéléra, gardant les yeux fixés sur la route devant. La radio continua à transmettre des mots fragmentés. Pat, tournant, répétant, 9 ans, famille, poteau 401. Exactement au poteau kilométrique 401, le camion de Victor passa à travers ce qui ressemblait à un rideau d'air froid. Le thermomètre chuta précipitamment, affichant un -20 impossible. Du givre se forma sur son pare-brise malgré le chauffage, fonctionnant au maximum. À travers cette couche de glace croissante, Victor vit plusieurs véhicules éparpillés sur les deux voies ouest. Un semi-remorque en accordéon bloquant la voie de droite. Des voitures de tourisme entraient en collision avec la remorque. Un autre camion dangereusement équilibré sur la pente de l'accotement. Des silhouettes fantomatiques se déplaçaient entre les véhicules. Leurs mouvements étrangement synchronisés. Aucun véhicule d'urgence réel n'était présent malgré les lumières et les sons de sirène émanant maintenant de la radio de Victor. Pour la première fois dans sa carrière de conducteur, Victor viola ses protocoles de sécurité. Au lieu de ralentir, il accéléra, guidant son camion à travers un étroit passage dans le chaos. Alors qu'il passait, les figures se tournèrent à l'unisson pour suivre son mouvement. Des dizaines de visages pâles avec des expressions que Victor refusa d'examiner de près. Son camion dégagea la scène et soudainement la route était vide. La nuit claire, les étoiles visibles à nouveau. La température retourna à la normale, le givre reculant de son pare-brise. La radio tomba silencieuse. Victor maintint sa vitesse accrue pendant plusieurs miles avant de s'arrêter dans une aire de repos près de Rollins, les mains tremblantes. Après avoir traité ce qu'il avait vu, Victor accéda aux images de sa caméra de tableau de bord. La vidéo montrait l'autoroute exactement comme il s'en souvenait, avec une différence critique. Il n'y avait pas de scène d'accident au poteau kilométrique 401, juste une autoroute vide sous un ciel clair. La seule anomalie était un bref moment d'interférence précisément au poteau kilométrique 401 où l'image se déforma pendant environ 3 secondes. Avec son téléphone montrant maintenant du réseau, Victor appela la patrouille routière du Wyoming et demanda l'historique des accidents au poteau kilométrique 401. Le superviseur confirma un accident catastrophique multivéhicule 9 ans plus tôt à cet emplacement exact avec 5 morts, y compris une infirmière qui s'était arrêtée pour porter secours. La chose étrange, ajouta le superviseur, c'est que nous recevons des appels concernant des accidents à cet endroit précis régulièrement. Quand les unités répondent, ils ne trouvent jamais rien. Ça a commencé environ 1 an après l'accident original. Toujours entre minuit et 4 heures du matin par des nuits claires. Quelqu'un a-t-il déjà rapporté voir des gens là-bas ? Demanda Victor prudemment. Après une pause, les conducteurs rapportent voir une femme en blanc, l'infirmière qui est morte en essayant d'aider, leur faisant signe de s'arrêter. Certains rapportent voir l'accident entier se dérouler exactement comme il s'était produit 9 ans auparavant. Nous avons eu 3 morts dans cette zone depuis. Tous des conducteurs qui s'étaient arrêtés au poteau kilométrique 401 peu avant de perdre le contrôle. Victor compléta son voyage à Boise sans autre incident, arrivant exactement à l'heure prévue. Mais il fit un changement permanent à son algorithme de routage, programmant son GPS pour l'alerter chaque fois qu'un itinéraire potentiel l'emmènerait près du poteau kilométrique 401 sur l'Interstate 80 dans le Wyoming. Certains motifs, il avait appris, valait mieux laisser non examinés. Certains calculs incluaient des variables au-delà du mathématique, et parfois la distance la plus courte entre 2 points n'était pas mesurée en miles seuls. Les dossiers de la patrouille routière du Wyoming montrent une diminution de 73% des rapports d'accidents près du poteau kilométrique 401 dans les années suivant l'expérience de Victor. Commençant précisément la nuit où la caméra de tableau de bord d'un tracteur remorque a enregistré 3 secondes d'interférence inexpliquée exactement à cet emplacement. Mason Coulter ne rêvait pas depuis des années. Après 19 ans de transport de fret, son sommeil était un vide noir, fournissant un repos physique mais aucun répit mental. À 45 ans, il avait accepté cela comme un autre risque professionnel. Son corps fonctionnait au temps du camion. Conduire 11 heures, se reposer 10, répéter à travers les fuseaux horaires avec une précision mécanique. Son affectation actuelle, des composants automobiles de Détroit vers l'Arizona. La chaleur de juillet rendait la cabine de son Kenworth aussi chaude qu'un four malgré la climatisation au maximum. Mason connaissait bien cette route, chaque aire de repos, chaque restaurant fiable et chaque cachette de policier.
Ce qu'il ne pouvait pas prédire était le problème de radiateur l'obligeant à sortir près de terrain haute au coucher du soleil. Le thermomètre avait grimpé pendant 20 minutes avant d'entrer dans la zone rouge. Mason suivit les panneaux vers Foster's Truck Repair. Une petite exploitation en retrait de la route principale. Tom Foster, un homme massif en combinaison tachée d'huile, approcha. Problème de radiateur? Vous êtes le 3e aujourd'hui. Cette chaleur est brutale sur les systèmes de refroidissement. Délai, fit Tom en grimaçant. J'ai 2 avant vous et mon 2e mécanicien a appelé malade. Dans le meilleur des cas, je commence le vôtre demain matin. Des options alternatives à proximité? Rien d'ouvert maintenant, mais il y a un motel plus bas sur la route. Vous pourriez aussi bien avoir un vrai repos au lieu de dormir dans votre cabine. Mason arrangea pour laisser son camion et transféra son sac de nuit dans le pick-up de Tom. Le Weside Motel apparut alors qu'il dépassait une colline, une structure d'un seul étage des années 60 avec un néon bourdonnant. Une femme âgée nommée Martha traita la carte de crédit de Mason, expliquant que le motel était presque vide. Pas grande demande d'arrêt ici, à moins que quelque chose ne tourne mal, observa Martha. Problème de camion. Problème de radiateur chez Foster. Martha tendit à Mason une clé attachée à un porte-clés en plastique avec le numéro 17. Je vous mets au bout, loin du bruit de l'autoroute. La chambre 17 était basique mais propre. Après une douche tiède, Mason s'étendit sur le lit et alluma la télévision. C'est alors qu'il remarqua le silence. Pas seulement le son atténué de la télévision, mais une absence complète de bruit ambiant. Pas de ronronnement de climatisation, pas d'autoroute distante, pas d'insectes dehors. Le silence semblait dense, presque pressurisé. Il se déplaça vers la fenêtre et regarda à travers les rideaux. Dans le parking sombre, Mason regarda un homme grand et mince se déplaçant avec une démarche étrange de traîner vers une caravane de camping. L'homme testa la porte de la caravane, regarda par ses fenêtres, puis retourna dans sa chambre. Son mouvement semblait mécanique, presque comme une marionnette contrôlée par des ficelles invisibles. Mason retourna au lit et régla son réveil pour 6h30. Le sommeil vint rapidement, mais s'avéra agité, rempli de rêves mal formés de conduire sur des autoroutes sans fin sans repère. Des figures étranges se tenaient à intervalles réguliers le long de l'accotement, regardant son passage avec des yeux qui reflétaient la lumière comme des animaux. Il se réveilla en sursaut à 2h17 du matin. Le silence avait changé. Il semblait maintenant plein d'attente, comme si l'air lui-même écoutait. Un doux grattement vint de la porte, des ongles traînant sur la surface peinte avec un motif délibéré. 3 grattements lents. Pause. 3 de plus. Qui est là? Appela Mason. Le grattement s'arrêta immédiatement. Silence complet. Mason atteignit son téléphone, mais ne trouva aucun réseau. Le téléphone de la chambre était mort. Décidant que la confrontation directe était préférable à l'incertitude, Mason se déplaça vers la porte et regarda par le judas, mais ne vit que l'obscurité. « Bonjour, je ne vous vois pas là dehors. » Le grattement reprit, plus insistant. « J'appelle la police, » bluffa Mason. Une voix répondit, douce, à peine au-dessus d'un murmure. « Nous dormons, Mason. Tous nous. Vous devez dormir aussi. » La voix était masculine avec une affectation étrangement plate. Plus troublant était l'utilisation de son nom. « Qui êtes-vous ? » ?»« Un voyageur comme vous. Laissez-moi entrer. Je peux vous aider à dormir. » Vrai sommeil. Pas le genre vide auquel vous êtes habitué. Mason recula et récupéra une tringle à rideau de douche en métal de la salle de bain. « Je n'ai pas besoin d'aide pour dormir, » dit Mason fermement. « Allez-vous-en. » Il n'y a personne à appeler, Mason. Martha dort depuis des années. Nous tous, sauf vous. Vous continuez à bouger. Continuez à conduire. Il est temps de s'arrêter. La poignée de porte commença à tourner lentement. La serrure à peine dormant le seul obstacle. Puis le mécanisme du peine dormant cliqua. Le son impossiblement fort. La porte, cependant, resta fermée. Dernière chance, Mason, chuchota la voix, semblant maintenant venir à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la chambre. Laissez-moi vous aider à dormir. Le vrai genre. Le genre avec des rêves. Vous ne manquez pas de rêver? La vérité était que Mason manquait de rêver. Le vide que son sommeil était devenu avait lentement érodé quelque chose d'essentiel en lui. De quoi parlez-vous? Nous rêvons pour ceux qui ne peuvent pas. Des conducteurs comme vous. Toujours en mouvement, jamais vraiment au repos. Nous rêvons vos rêves pour vous, mais nous avons besoin que vous vous arrêtiez. La porte commença à s'ouvrir malgré le peine dormant. À travers l'entr'ouverture s'élargissante, Mason vit l'homme mince d'avant. Ses traits semblaient faux,
trop lisse, trop symétrique, comme un mannequin. Ses yeux reflétaient la lumière de manière non naturelle. « Qui êtes-vous » demanda Mason à nouveau. « Edward Kramer, itinéraire Indianapolis à Phoenix. 32 ans sur la route. Puis une nuit je me suis arrêté ici. J'ai recommencé à rêver. Jamais reparti. Ça aurait été quand? Les années 90? 1984, corrigea Edward. 17 juin. Problème de radiateur. C'était impossible. L'homme n'avait pas l'air d'avoir un jour de plus de 50 ans. Vous mentez. Edward Surratt. Le temps bouge différemment quand vous rêvez. Mason, je dors depuis ce qui ressemble à des jours, mais ça a été des décennies. Nous sommes tous ici. Tous les conducteurs qui se sont arrêtés. Nous rêvons pour ceux qui ne peuvent pas. Des figures supplémentaires apparurent derrière Edward. Des hommes et des femmes avec la même lissure non naturelle, les mêmes yeux réfléchissants, tous se déplaçant avec cette étrange démarche de traînée. Martha dort depuis 1972, continua Edward. Tom Foster depuis 1998. Nous entretenons cet endroit pour les conducteurs comme vous, ceux qui ont besoin de s'arrêter. Mason atteignit la fenêtre de la salle de bain et l'attesta. J'ai une livraison à faire. Le sourire d'Edward s'élargit. Il n'y a pas de livraison, Mason. Il n'y en a jamais eu. C'est juste le rêve du mouvement. Nous vous appelons ici depuis des années. Chaque panne, chaque détour, toutes les tentatives pour vous amener à nous. Mason brisa la fenêtre avec la tringle à rideau et dégagea le cadre des éclats restants. Les figures ne se précipitèrent pas vers l'avant comme attendu. Au lieu de cela, ils regardèrent avec un intérêt clinique. « Vous ne pouvez pas échapper au sommeil pour toujours, Mason, » dit doucement Edward. Finalement, tout le monde s'arrête. Tout le monde rêve. Mason se hissa par la fenêtre et courut vers la route principale. Le centre de service de camions apparut devant. Mason atteignit le parking et trouva son Kenworth où il l'avait laissé. De la lumière brillait du petit bureau. À l'intérieur, Mason trouva ses clés, supposément en possession de Tom Foster pendant la nuit, à côté d'une facture complétée. Vidange et remplacement du radiateur. Sans frais. Une note manuscrite était attachée. Réparée pendant que vous dormiez. Bon voyage. Ne vous arrêtez pas encore jusqu'à Phoenix. TF. Mason jeta un coup d'œil à sa montre. 3h42 du matin. Il avait été au motel moins de 6 heures. Nulle part près assez de temps pour un remplacement complet de radiateur. Malgré l'impossibilité, Mason récupéra ses clés, inspecta son camion et trouva tout en ordre de fonctionnement. Il démarra le moteur et sortit. Pendant les plusieurs centaines de miles suivants, Mason viola ses propres protocoles concernant les périodes de repos obligatoires, conduisant droit jusqu'à Saint-Louis, puis continuant vers l'ouest. Ce n'est qu'à Oklahoma City, près de 1100 km de terre haute, que l'épuisement le força à s'arrêter. Malgré une fatigue écrasante, Mason lutta contre le sommeil, consommant du café et des boissons énergisantes. Mais finalement, la biologie l'emporta. Mason sécurisa son camion et se rendit à l'inconscience. Et pour la première fois depuis des années, Mason rêva. Des récits complexes et vivants qui semblaient plus réels que la vie éveillée. Quand il se réveilla finalement, l'historique de recherche de son téléphone révéla quelque chose de troublant. Mason avait apparemment recherché à la fois Foster's Truck Repair et le Weside Motel, bien qu'il n'ait aucun souvenir de l'avoir fait. Selon les résultats de recherche, aucune entreprise n'existait. Les coordonnées où il avait passé cette étrange nuit ne montraient rien d'autre qu'une station-service abandonnée fermée depuis la fin des années 60. Dans les mois qui suivirent, les habitudes de sommeil de Mason changèrent dramatiquement. Il commença à rêver régulièrement, toujours de route et de voyage. Certaines nuits, il se réveillait avec la certitude qu'Edward Kramer était assis à côté de lui, expliquant patiemment que tout le monde s'arrête. Finalement, tout le monde rêve. Mason conduit toujours des routes longue distance, mais ne prend plus de détours imprévus, ne sort plus pour des problèmes mécaniques sauf dans des centres de services bondés. Et il ne reste jamais dans des motels indépendants dans de petites villes où le silence semble trop complet. Où d'autres voyageurs pourraient attendre pour l'aider à dormir, le vrai genre de sommeil, celui avec des rêves. Parce que Mason comprend maintenant ce qui se passe à la frontière du sommeil, dans cet espace liminal entre le mouvement et le repos. Et il sait que quelque part dans l'Indiana, Edward Kramer et les autres attendent encore, rêvent encore, appellent encore les conducteurs qui se poussent trop fort, entretenant toujours leur garde-passage pour ceux qui ont besoin de finalement vraiment s'arrêter.